y a un truc qui a bougé là. Ok, je suis fou. Captain Sam, can you hear me? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e récap. Cette semaine, pas mal de news et en plus elles sont assez diversifiées donc c'est plutôt cool. Cette semaine, pas de question de la semaine, je passe à autre chose. Je teste la fun fact de la semaine. Donc si vous nous suivez un petit peu sur Instagram, il y a quelques temps on faisait un concept qui s'appelait la Comics Fact. Donc voilà, on rapportait des petites anecdotes sympas sur les comics. Et donc voilà, je le ferai un peu de temps en temps en introduction de certaines vidéos. Des fois, je repartirai sur une question de la semaine dès que ça s'y prêtera mieux. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Est-ce que vous saviez que Hulk avait la peau grise avant d'avoir la peau verte? Donc on repart en 1962 sur le numéro 1 de l'incroyable Hulk par Stan Lee et Jack Kirby. C'est Stan Lee lui-même qui explique qu'il avait choisi cette teinte grise inspirée grandement de Frankenstein pour ne faire référence à aucun groupe ethnique et aussi parce que c'était une couleur effrayante et sinistre. Mais en 1962, les imprimantes et les impressions, c'est pas aussi pointu que de nos jours. Et il y a eu une petite boulette, voilà, lorsque le premier tirage de l'incroyable Hulk numéro 1 sort, on se rend compte que la teinte grise, elle n'est pas du tout uniforme sur l'ensemble du comics, que de temps en temps elle est très claire, que de temps en temps c'est assez métallisé, et que même parfois ça tend vers un vert assez clair. Stan Lee y voit ça, et tout de suite, il change d'avis, il fait ok, le vert c'est vraiment un truc distinctif, on va garder ça, et du coup pour les deuxièmes, troisièmes et toutes les impressions par la suite, Hulk gardera sa peau verte. Voilà pour la première fun fact du récap. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous aimeriez bien que je développe un petit peu sur le sujet, n'hésitez pas à le dire en commentaire, puis on pourra en discuter ensemble. Et en attendant, on passe directement aux news de la semaine. La première news cette semaine du côté de chez Marvel, elle nous vient de The Illuminati. Donc on est encore au stade de rumeurs. Et ils nous apprennent que un enfant, donc fille ou fils de Obadiah Stane, donc l'antagoniste dans Iron Man 1, pourrait apparaître dans la série Disney+ Ironheart. Bien évidemment, le casting de Ironheart va se dévoiler petit à petit dans les semaines et les mois à venir, donc on vous tiendra informé si on se rend compte qu'il y a potentiellement un acteur ou une actrice qui pourrait incarner du coup le fils ou la fille d'Obadiah Stane. En tout cas, on sait que dans les comics, Obadiah Stane a un fils qui s'appelle du coup Ezekiel et qui cherche à venger la mort de son père. Ça pourrait carrément être l'antagoniste de la série et donc la première menace qu'affronte Riri Williams. Et une autre rumeur du côté de The Illuminati où l'on apprend que les scénaristes, donc Ken Christensen et Dara Resnick, donc les scénaristes des séries Punisher et Daredevil, qu'ils auraient rejoint la série Disney+ Echo. Donc cette news, elle nous fait vraiment chaud au cœur, même si voilà, ça reste encore qu'une rumeur, parce que nous, du côté de l'actu des héros, on est vraiment fans des séries Daredevil et Punisher sur Netflix. C'est vraiment nos deux séries favorites qui avaient été développées justement sur la plateforme. Donc on espère qu'ils seront de retour et que ça pourra donner une petite chance à la série Echo d'être dans le même ton que Punisher et Daredevil. Vous le savez, depuis la sortie de Spider-Man No Way Home, les news du côté de chez Sony n'arrêtent pas de pleuvoir. La première news, c'est une rumeur qui nous vient de My Time to Shine Hello, et donc on a déjà un petit peu parlé il y a quelques récaps. Et on apprend que Andrew Garfield et Tobey Maguire seraient de retour dans leur rôle de Spider-Man. Je le précise encore une fois, ce n'est qu'une rumeur, ne nous emballons pas, mais on peut théoriser et se demander mais pour quel projet est-ce qu'il pourrait revenir. Donc n'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que ça serait peut-être Andrew Garfield pour un The Amazing Spider-Man 3 où on fait campagne sur les réseaux sociaux? Est-ce que pour Tobey Maguire ça serait un Spider-Man 4? Est-ce que ça serait pour des films liés au Sony Spider-Man Universe, ou est-ce que ça serait peut-être pour des projets du MCU, à savoir le prochain Avengers ou les Secret Wars. Pour les deux prochaines news, on va un petit peu crier sur Sony. Parce que la première, donc, qui est une rumeur, nous vient de My Time to Shine Hello,
Et on apprend que Sony serait intéressé par le retour de Willem Dafoe dans le rôle de Norman Osborn. Donc après son interprétation grandiose dans Spider-Man No Way Home, c'est vrai que Sony peut essayer de capitaliser sur un retour du personnage, mais est-ce qu'on n'a pas été vraiment au bout de son développement et de son arc avec justement Spider-Man No Way Home? Moi personnellement, c'est ce que je pense. Après, Sony semble un petit peu se chercher récemment avec le succès de Spider-Man No Way Home. On doute pas qu'ils veulent capitaliser justement là-dessus avec les personnages qui fonctionnent. Et on sait que Norman Osborn, donc le bouffon vert dans Spider-Man No Way Home, a été un gros point fort du film. Et donc c'est peut-être pour ça qu'ils chercheraient à le ramener. Après, on peut se poser la question, est-ce que ça serait pertinent pour la suite au vu de son développement? À voir. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Et 7e report pour le film Morbius. Oui, c'est une news qui est un petit peu passée à la trappe la semaine dernière, mais que voilà, on voulait quand même vous signaler. Et donc il a été reporté au 1er avril aux États-Unis, alors qu'il devait sortir initialement fin janvier. On se doute que c'est à cause de la pandémie mondiale que le film est à nouveau décalé. Certaines sources supposent qu'il s'agirait plutôt de laisser Spider-Man No Way Home continuer à défoncer le box-office en salle et donc ne pas lui imposer une nouvelle concurrence et donc diviser les gens à savoir est-ce que je vais aller voir No Way Home ou Morbius. Donc c'est un choix assez stratégique au niveau marketing, on va dire. Après, si ça permet de rapidement faire quelques reshots pour ajouter Andrew Garfield ou des connexions à son Spider-Man, nous, on prend. Hein. La première news pour DC, elle nous vient de Collider et on apprend que James Gunn est impliqué dans un nouveau projet DC, donc pour la télévision, donc à savoir pour la plateforme HBO Max. Pas plus d'informations sur ce projet qui est assez secret pour le moment. On sait que Peacemaker vient de commencer sa diffusion sur HBO Max. Est-ce que ça serait un autre spin-off sur un membre de la Suicide Squad du film de James Gunn? C'est fort probable. Après, on sait que James Gunn avait énoncé par le passé qu'il aimerait travailler sur soit un film Shazam, soit Swamp Thing, soit sur Jonah Hex. On se doute que Shazam c'est trop tard parce que c'est déjà fait. Swamp Thing pourquoi pas, même si la série qui avait été faite par CW a été annulée au bout d'une saison. Ça serait pourquoi pas la bonne opportunité de reprendre le personnage. Et un projet sur Jonah Hex, je pense pas que ça soit dans les plans de la Warner, mais après on peut totalement se tromper. Et la prochaine news, mais qu'est-ce qu'elle fait plaisir. The Hollywood Reporter nous apprend que Ed Brubaker rejoint la série animée Batman Caped Crusader. Petit rappel pour ceux qui ont loupé qu'est-ce que Batman Caped Crusader. Il s'agit d'une série d'animation qui sera en quelque sorte la suite de la série Batman The Animated Series de 92. Cette fois-ci, il y aura une plus grande liberté au niveau du ton de la série par rapport à Batman The Animated Series où c'était plus orienté pour un public jeune et en plus elle avait pris la censure de plein fouet. Concernant Ed Brubaker, si son nom vous dit rien, je vais un petit peu vous parler du bonhomme puisque en indépendant il a fait beaucoup de projets, donc malheureusement moi je les ai pas lus donc je vais pas vous en parler, mais chez Image Comics il a fait Criminal, Kill or Be Killed qui est vraiment pour moi un chef-d'œuvre et très récemment c'est Reckless. Chez DC, on est sur vraiment du très très lourd avec Gotham Central qu'il a coécrit avec Greg Rucka. Mais il a aussi fait une excellente série sur Catwoman et plein d'autres projets. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'il a fait, vous allez voir, vous allez tomber par terre. Son rôle pour la série Batman Caped Crusader, donc en tant que scénariste, il va être à la tête du pôle écriture, donc lead writer, c'est ce qui est écrit sur sa fiche de poste. Et il va être aussi le bras droit de Bruce Timm, qui est bien évidemment sur la série. Et Bruce Timm, vous le connaissez sûrement pour plein de projets, mais notamment pour Batman The Animated Series, qu'il avait fait avec Paul Dini. Donc voilà, Ed Brubaker, il rejoint une très belle équipe composée de Bruce Timm. Et à la production, on a J.J. Abrams et on a même Matt Reeves. Donc ça s'annonce vraiment une série exceptionnelle. Et on a appris d'ailleurs que la première saison comportera 10 épisodes. Cette semaine, chez Star Wars, on va parler jeux vidéo. La première news, elle nous vient de Jeff Grubb, donc c'est encore au stade de rumeur. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jeff? Il nous dit que le jeu vidéo Star Wars Jedi Fallen Order 2 pourrait être annoncé avant l'E3 2022. Les spéculations se tournent plus vers le mois de mai, donc on sait qu'il y a un très gros événement en mai pour Star Wars,
le May the Force be with you, donc le 4 mai, pourrait être l'annonce de Fallen Order 2. On continue avec une nouvelle rumeur qui nous vient de Tom Henderson, et il nous apprend que EA serait en train de développer un nouveau jeu Star Wars qui se concentrerait sur une aventure solo. Donc voilà, on sait que EA ils sont en train vraiment d'utiliser et d'exploiter la licence Star Wars. Donc comme je vous l'ai dit juste avant avec Fallen Order 2, mais qui est développé par le studio Respawn, on peut se demander cette fois-ci sur ce nouveau jeu à aventure solo, quel studio serait en charge, à qui EA le confierait. On a très hâte d'en savoir plus sur ce jeu. Et enfin, la dernière news, qui est aussi une rumeur du Bespin Bulletin, qui nous apprend que le jeu vidéo Lego Star Wars, la saga Skywalker, pourrait sortir aux alentours de avril ou mai. On se souvient que le jeu avait été décalé il y a de ça à peu près 1 an, et pourquoi pas, comme Fallen Order 2, espérer une annonce pour le 4 mai, ça serait vraiment super. Petit rappel du coup de tous les jeux Star Wars qui devraient sortir les prochaines années. On a donc Lego Star Wars, la saga Skywalker, comme je viens de vous en parler. On a Star Wars Jedi Fallen Order 2. On a Star Wars Knights of the Old Republic qui sera un remake. On a aussi Star Wars Eclipse de Quantic Dream. Et on a enfin le Star Wars d'Ubisoft, dont on n'a pas vraiment de nouvelles, mais qui devrait être un open world. Et on vous tiendra au courant, bien évidemment, sur toutes les nouvelles que l'on aura pour tous ces jeux. La news, elle nous vient de Panini Comics France, et on apprend que des packs découvertes sur Venom, Daredevil, Avengers et Captain Marvel sont à venir pour le printemps 2022. On apprend que ce sont des récits de la période Fresh Start qui seront proposés et que chaque pack de 2 tomes sera proposé au prix de 20 €, contrairement à un tome qui la plupart du temps vaut entre 15 et 20 €. Ces packs se concentreront sur des runs. Pour Venom, ça sera le run de Donny Cates et de Ryan Stegman. Pour Daredevil, on sera sur du Chip Zdarsky et Marco Checchetto. Pour Avengers, on sera sur du Jason Aaron, Ed McInnes, David Marquez et Sarah Pichelli. Et enfin pour Captain Marvel, on sera sur celui de Kelly Thompson et de Carmen Carnero. Personnellement, le run de Venom avec Donny Cates, c'est incroyable. Pareil, Zdarsky sur Daredevil, c'est vraiment super bien. Après, j'ai pas lu les Avengers de Aaron et le Captain Marvel de Thompson, donc je ne pourrais pas vous conseiller malheureusement sur ces 2 derniers. Les packs Avengers et Daredevil seront proposés tous les deux le 9 mars 2022, tandis que ceux de Venom et Captain Marvel seront eux proposés pour le 13 avril 2022. Donc je vous invite à foncer sur le site de Panini Comics si vous voulez les précommander, ou alors voir directement avec votre libraire le plus proche, même si on n'a pas encore l'information qu'ils seront bien disponibles en librairie. Je vais vous faire un rapide point box-office et on va commencer par celui qu'on attend tous, à savoir Spider-Man No Way Home, qui continue de briser des records. À l'heure où je vous parle, Spider-Man No Way Home culmine à 1,535 milliard. Donc il a battu Avengers et c'est 1,518 milliard. Il a bien évidemment battu Black Panther et c'est 1,347 milliard. Et Far From Home était une formalité avec ses 1,131 milliard. On va se concentrer un petit peu sur le domicile, donc aux États-Unis. Aux États-Unis, Spider-Man No Way Home, il est actuellement à 668,4 millions. Donc il est actuellement le 6e film all-time donc au box-office. Et il pourrait bientôt dépasser Avengers Infinity War et ses 678,8 millions et Black Panther et ses 700,4 millions afin de devenir le 4e film ayant le plus gros box-office aux États-Unis, derrière Avatar, Endgame et Star Wars 7. Donc autant vous dire que c'est quand même assez lourd. Ensuite, on va faire un petit débrief sur les films qui sont vers la fin de leur exploitation en salle ou qui viennent de la terminer. Donc on va parler de Venom, on va parler de Shang-Chi et on va parler d'Eternals. En ce qui concerne Venom, donc je vais parler que du box-office mondial. Donc Venom culmine à 501,1 millions de dollars.
tandis que Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, lui est à 432,2 millions, et on termine avec Eternals, qui a engrangé 401,8 millions de dollars. Voilà, j'espère que ce petit point box-office vous aura plu. Je sais que certaines personnes se demandent, avec l'arrivée de Disney+, est-ce que ça fausse pas un petit peu le box-office? Bien évidemment que si, mais après, comment est-ce que cela se reflète sur les chiffres? Est-ce qu'en fait, avec le box-office plus Disney+, les films sont plus gagnants? Ou est-ce qu'à l'inverse, avec le piratage que les films peuvent subir, est-ce que ça leur nuit? Donc si ça vous tente, on pourra pourquoi pas en faire une vidéo dédiée sur la chaîne afin de parler vraiment très spécifiquement de ces chiffres, que ça soit du box-office et de Disney+, pour le MCU et plus globalement avec HBO Max qui arrive, pour DC et même Star Wars avec Disney+, voilà. Très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien, on a eu de nouvelles images pour le film The Batman. Voilà, on sait que ça va être vraiment une grosse claque ce film et on a très hâte de le voir début mars. On a aussi eu une interview assez sympathique de Andrew Garfield qui nous explique où est-ce qu'il se positionnerait sur la reprise de son rôle de Spider-Man si c'était possible à l'avenir. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et enfin, on a eu un premier teaser pour la saison 3 de The Boys et on apprend qu'elle sera disponible dès le 3 juin sur Amazon Prime. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ce récap vous aura plu. Je ne vais pas m'étendre un petit peu parce que je pense qu'il est déjà assez long, mais sur mes récentes lectures, donc j'ai terminé Voter Loki et je suis actuellement en train de lire Non-Stop Spider-Man, mais je vous en parlerai plus tard quand j'aurai fini cette lecture. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous lisez, vous geekez, vous regardez comme films et séries. On peut en discuter, ça nous fera super plaisir. En attendant, moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, et d'ici là, lisez des comics.